Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 22 mars. Samalou Condé a présidé la réunion de conjoncture économique. Le comité de conjoncture a analysé les différents rapports au niveau interne sur les questions économiques. À la une également, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a dépêché une délégation en République démocratique du Congo. Objectif, s'enquérir de la situation sécuritaire à l'Est. Mais que doit-on attendre de cette mission? James Osako, membre d'honneur du parti AFDC, va tenter de répondre à cette question. Il est notre invité. Bonsoir à tous, bonsoir James Osako. Bonsoir monsieur. Vous êtes membre d'honneur du parti FDC. C'est avec vous que nous allons analyser différents sujets d'actualité. Oui. Je verrai tout à l'heure, mais d'abord l'information. Merci. Le Premier ministre Samalou Condé a présidé la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique à laquelle quelques membres du gouvernement ont pris part et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. À en croire le ministre d'État en charge du budget, la situation économique au niveau tant national qu'international a été passée en revue. Le comité de conjoncture économique a analysé les différents rapports au niveau interne qu'externe sur les questions économiques. Propos recueillis par Fiston Oleko. Nous avons commencé par examiner la situation économique au niveau international. Et à ce sujet, il a été évoqué la publication le 17 mars du rapport de l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, sur les perspectives économiques mondiales. Et ce rapport signale que les conséquences de la guerre en Ukraine vont continuer à impacter sur l'économie mondiale, notamment sur la croissance économique, mais aussi sur la formation des prix dans les secteurs de l'énergie et des produits céréaliers. Ce même rapport indique que le taux de croissance mondial va s'établir à 2,6% pour l'exercice 2023, à la suite des progrès réalisés en 2022 avec un taux de 3,2%. Mais également, le rapport indique que pour l'exercice 2024, il y aura une légère accélération de l'activité économique mondiale avec un taux prévu de 2,9%. Toujours au niveau international, l'on note que les prix des principaux produits miniers ont baissé, sauf pour le cobalt, l'or et l'argent. Également, le prix du pétrole a baissé, alors que les prix des produits céréaliers ont augmenté, à l'exception du prix du maïs. Au deuxième point, nous avons évalué la situation économique au niveau national. Et à cet effet, deux événements marquants ont été soulignés. Le premier événement, c'était le lancement, ou la présentation plutôt, du rapport des performances 2022 et des perspectives 2023 pour les régies financières par le ministère des Finances. Ce rapport indique que la République démocratique du Congo, l'économie congolaise, a réalisé une croissance de 8,5% en 2022, ce qui place la RDC parmi les meilleurs pays performants en Afrique. Le rapport indique également que la pression... Après l'inspection générale des finances et la présidence de la République, c'est le tour de l'Assemblée nationale de monter au créneau contre les contrats miniers signés entre l'État congolais et des entreprises chinoises. C'était en 2008. Ces contrats feront l'objet de contrôles parlementaires, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Il s'agit notamment de contrats chinois, échange de minerais contre les infrastructures, qui, selon les animateurs de ces institutions, ont été un déséquilibre en défaveur de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre ce commentaire de Dieudonné Bonali. Tous les contrats miniers léonais signés entre l'État congolais et certains partenaires feront l'objet de contrôles parlementaires, a annoncé mardi 21 mars 2023 le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga, au cours de la plénière consacrée à l'examen et adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de mars 2023 et répartition des matières en commission. Il s'agit notamment des contrats chinois, échange des minéraux contre des infrastructures. Qu'il faut retenir au cours de cette session des contrats signés entre l'État congolais et certains partenaires feront l'objet de contrôles parlementaires, tels que le contrat chinois et tant d'autres. Je voulais que vous reteniez ça.
que dans les jours à venir, nous allons nous investir. Parce que cette mauvaise gouvernance prive l'État congolais des recettes indispensables pour le développement du pays. S'agissant particulièrement des concessions minières, l'honorable président Mbosso Kodia en a appelé au respect strict de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007 du 11 juillet 2002 portant code minier, 5 ans après sa mise en œuvre. S'agissant de la loi de concessions minières, il faut que le code minier soit strictement respecté par les entreprises du secteur. Tant que ce n'est pas respecté, tant que l'État congolais ne trouve pas ce droit, nous sommes dans l'obligation de revoir tous ces contrats qui apparaissent comme des contrats léonins. En réaction à cette déclaration du speaker de l'Assemblée nationale, certains groupes miniers menacent de recourir à un arbitrage international pour protéger leurs avantages acquis. D'autres espèrent encore négocier avec le gouvernement congolais des ajustements. La campagne de sensibilisation des hyperguides est le cahier spécial du président de la République sur la lutte contre les antivaleurs à l'intention de cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises DGDA a atteint l'étape du Grand Katanga. Sur place, des sessions de formation ont été tenues à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, et dans le Lualaba par la coordination pour le changement de mentalité et la DGDA. Retour sur cette étape de la campagne en images. Suivez. Le Grand Katanga a pris l'engagement solennel d'accompagner le président de la République Félix Tshisekedi dans sa noble mission de mettre fin à la corruption et aux antivaleurs dans le secteur douanier, mot qui gangrène notre économie depuis des décennies. En 3 temps, les douaniers et autres opérateurs de l'industrie douanière viennent d'être sensibilisés dans cette partie de la République. D'abord à Lubumbashi, lors d'une mission conduite par le président du comité exécutif du projet Hyperguide et coordonnateur adjoint de la CCM, Jacques Kambala Chilombo. Il était accompagné du conseiller spécial du chef de l'État chargé des changements de mentalité et coordonnateur de la CCM, coordination pour le changement des mentalités, Jacques Kangoudia, ainsi que de madame, le directeur général de la DGDA, Blandine Kawanda. Des thématiques comme l'éthique des responsabilités, le patriotisme ont été abordées pendant les différentes sessions de formation. Une manière de continuer la campagne de lutte contre la corruption dans ce secteur. Une campagne qui, on le sait, initiée par le chef de l'État et lancée le 26 janvier par lui-même, représenté par son directeur de cabinet à Kinshasa. L'autre moment fort aura été la grande journée de mobilisation de tous les services de l'industrie douanière basée dans le Lualaba, y compris la Fédération des entreprises du Congo, fait qu'en sigle. La sensibilisation a drainé du monde avec un contenu qui interpelle, le respect de l'éthique et l'engagement de servir la nation. C'est là une manière de vulgariser le cahier spécial du chef de l'État pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans ce secteur déterminant pour les caisses de l'État. Retour à Lubumbashi où une parade a eu lieu en présence de madame le directeur général de la DGDA, Blandine Kawanda, qui s'est impliquée de manière exemplaire dans cette campagne qui veut simplement dire tolérance zéro de corruption dans le secteur douanier congolais. Tous les formés au civisme douanier ont reçu des brevets devenant à leur tour formateurs. Ce n'est que le début d'une longue campagne qui va s'étendre sur d'autres régies de la République démocratique du Congo. Et puis, je l'annonçais en titre, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est en visite en RDC. Cet organe est venu s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Au menu de leur agenda au Congo, une rencontre avec le président de la République Félix Tshisekedi et une descente à Goma au Nord Kivu. Question pour l'Union africaine d'exprimer sa solidarité à la population congolaise qui fait face à une interminable guerre. Suivez. Une forte délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est arrivée à Goma, au Nord Kivu. Selon le conseiller politique principal de l'Union africaine, Amir Idriss Abderrahmane, les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine vont palper du doigt la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Amir Idriss Abderrahmane ajoute qu'il sera question d'exprimer aussi la solidarité à l'endroit de ce peuple de la RDC. En raison de la situation sécuritaire et humanitaire extrêmement préoccupante
dans cette partie de la région, il était du devoir de cet organe de venir s'imprégner de la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai été dépêché auprès du gouvernorat pour venir, d'une part, leur réserver la primaire de cette information et d'autre part, solliciter leur soutien ainsi que leur appui pour que cette mission de haut niveau et éminemment politique puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous osons espérer qu'à travers cette visite, la population de Goma puisse sentir que l'Union africaine n'est pas indifférente à la tragédie que vit cette population et nous allons y atteler à apporter des solutions pour soulager les souffrances indicibles de cette population. La visite du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine intervient moins de 2 semaines après celle du Conseil de sécurité des Nations unies qui a été à Kinshasa, mais aussi à Goma, dans la capitale du Nord Kivu. Voilà, James Oussako, je rappelle que vous êtes membre d'honneur du parti AFDC. Bien sûr. Nous venons de suivre avec vous, on va dire, l'arrivée de la délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Effectivement. D'abord, que doit-on attendre d'une telle visite en République démocratique du Congo? À notre avis, comme notre recherche et notre souhait le plus fort est qu'il y ait la paix à l'est du Congo, alors toute main tendue nous est favorable, du moins qu'il y ait une amélioration dans les négociations, parce qu'il y a eu des missions et des missions, et la situation à l'est, au lieu que ça s'améliore, ça ne fait que s'empirer. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes un peu sceptiques qu'il y ait de grands retombées, parce que la partie adverse, si je peux me prononcer ainsi, n'a manifesté que la mauvaise foi. Donc je pense que... Quand vous dites la partie adverse, vous pensez au M23 ou bien au Rwanda ou vous pensez actuellement, il n'y a plus à cacher, puisque nous savons que derrière le M23, il y a le Rwanda, certifié par les Nations Unies. Il n'y a plus à cacher, il faut qu'on se le dise. Et maintenant, bon, il y a d'une part une partie qui est agressée, et de l'autre part une partie qui agresse, et c'est certifié. Et la partie agressée, dont la RDC, manifeste cette bonne volonté de ne pas procéder à la force. Parce que lorsqu'on engage la guerre, il y a toujours des pertes dans un camp tout comme dans l'autre. Mais la partie qui agresse, qui n'est pas dans ses droits bien sûr, et c'est cette partie qui fait un peu l'élève têtu. Et cette partie, lorsque nous remarquons dans toutes les négociations et dans tous les sommets tenus au niveau de la région, le Rwanda, dans le M23, garde toujours sa position et il sabote. En fait, quand je dis il, j'ai fait allusion à ces deux camps qui ne sont qu'un seul camp dédoublé. Eh bien, il manifeste la mauvaise foi et il sabote tout ce qu'on prend comme résolution. Et quand il y a la mauvaise foi d'un côté et la bonne foi de l'autre, le médiateur doit ramener l'équilibre. Et ce que nous remarquons par rapport à notre médiateur, notamment les CPS et d'autres structures internationales, il y a toujours cette façon de demander à la RDC de mettre encore de l'eau dans son vin. Et au Rwanda, on le laisse progresser via le M23 et en bafouant toutes les résolutions possibles. Moi, je pense qu'il est temps de ne pas espérer à l'aide extérieure, de voir nos services compétents, nos services de sécurité, si elles peuvent, à la limite, rétablir l'intégrité territoriale en protégeant les citoyens congolais et leurs biens. Et dans ce sens-là, nous disons que nous devons faire un diagnostic profond, voir qu'est-ce qui ne va pas dans nos services de sécurité, renforcer en ce sens. Si c'est un problème d'équipement, un problème de personnel, on a toujours des idées sur des propositions pour que nous ayons une armée forte. Je pense que si la RDC avait une armée très forte, ou le M23 ou le Rwanda serait terrorisé par la logistique et la ressource humaine au sein de notre armée, je pense qu'ils ne s'hasarderaient pas de nous attaquer comme ils le font.
Voilà, donc il y a eu déjà, on le sait, dans la région, beaucoup des résolutions, des recommandations pour les cessez-le-feu, et notamment par l'Union africaine via le médiateur désigné Joao Lourenço. Effectivement. Vous pensez qu'aujourd'hui, pour que ces missions de ce genre soient efficaces, l'Union africaine, bien le Conseil de paix et sécurité, doit aller aussi vers le Rwanda pour dire que c'est vous l'agresseur, vous devez arrêter. Est-ce que le fait de venir simplement au Congo pour vous, c'est une solution qui est juste une façade de solution, mais pas une solution en profondeur? Moi, je pense qu'il n'est plus à démontrer qu'il y a eu des tons qui se sont levés dans plusieurs résolutions. Et par rapport à ces tons, le M23 n'a fait que progresser. Moi, je pense que l'Union africaine joue un peu à quelqu'un qui cherche à amadouer l'autre, tandis que l'élève le plus têtu, on le laisse faire parce qu'on dit qu'il est farouche. Bon, d'après certaines indiscrétions, il y aurait des intérêts internationaux vu les richesses qu'on a dans l'est du pays et que je n'aimerais pas citer des entreprises multinationales. Voilà. Moi, je pense que la balance, elle est mal tendue. C'est plus favorable au Rwanda qu'à la RDC. Est-ce que vous direz, comme les autorités congolaises aujourd'hui, vous direz que on va dire la meilleure solution, c'est peut-être sanctionner le Rwanda, c'est ça? Je n'opte pas sur la position des sanctions parce que les sanctions, c'est des mesures relativement efficaces lorsqu'elles sont fortes. Moi, je ne vois pas en quoi les sanctions qu'on peut prononcer sur le Rwanda via les M23 va vraiment inquiéter le Rwanda du point de vue économique, social, ainsi de suite. Ça ne serait que des sanctions passagères et superficielles. Moi, je pense que la meilleure façon de sanctionner le Rwanda, nous prenons sur les dialogues, nous prenons sur la voie diplomatique, mais il ne faut pas faire une diplomatie faible, une diplomatie où on tend la main. Il faut faire une diplomatie où vous avez la force et vous dites à l'autre camp que non, écoutez, si vous n'écoutez pas la voix de la raison, nous allons appliquer la force. Parce que la manière de trouver la paix, d'une part, c'est en termes de diplomatie et en termes de rapport de force. Lorsque diplomatiquement on est fort, c'est parce que l'adversaire sait comprendre que nous avons toutes les possibilités de le nuire. Mais quand l'adversaire sait que nous sommes faibles, nous n'avons aucune possibilité, c'est là qu'il y a la tétitesse, c'est là qu'il y a la mauvaise foi. Moi, je pense qu'on doit changer cette approche diplomatique. Et si le Rwanda a persisté, en tout cas, je suis d'avis, parce qu'on évite la guerre pour voir les dégâts, mais plus on procède sur la diplomatie, les dégâts diplomatiques dans le contexte que l'Union africaine, via les CPS, nous conduit, dans le contexte que la communauté internationale nous conduit, on remarque qu'il y a plus de dégâts si la RDC se disait, bon, on arrête cette voie, on applique la guerre. Je pense en termes de proportionnalité, je n'aimerais pas donner des pronostics ici, mais je pense qu'il serait, lorsque la RDC va hausser les tons, procéder à la guerre, il y aurait moins de dégâts que d'aller dans ces schémas où on nous amène, ces schémas que j'appelle interminables. Voilà, quand vous dites CPS, c'est le Conseil de paix et sécurité. Bien sûr. Qu'est-ce que vous mettez dans diplomatie forte? C'est la guerre directe, c'est ça? Je peux donner un exemple si vous me le permettez. Oui, très Je vite. pense qu'aucun pays ne peut s'hasarder de dire que non, j'ai fait la guerre aux États-Unis. Parce que les États-Unis, lorsqu'ils négocient sur un sujet, on sait déjà la force de la première puissance mondiale en termes d'armement. Et du coup, quand ils négocient en homme fort. Et voilà pourquoi, même dans les négociations, il sera le plus exigeant, parce que là, il peut obtenir ce qu'il veut dans des négociations par d'autres moyens. Maintenant, la RDC, lorsqu'on sent qu'il y a une certaine faiblesse, on se dit que non, celui-ci n'a aucun autre moyen, si ce n'est que nous supplier. C'est ça le langage. Parce que là, on est en train de supplier quelqu'un qui vient chez nous nous agresser. C'est comme si on prenait un voleur qui vient nous agresser chez nous et on dit non, monsieur le voleur, écoutez, viens, on va négocier, vole seulement la télé, tu peux laisser d'autres histoires. Moi, je pense que dans cette perspective, on est parti pour perdre. Donc, on doit revoir notre façon, notre position. On doit se sentir souverain
dans nos décisions et dans notre façon de gérer cette crise dans l'Est du pays. Voilà, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine visite le Congo tout juste 10 jours, bien 11 jours après la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, est-ce qu'on doit toujours attendre les solutions d'ailleurs, n'est-ce pas, que même les délégués ou bien les membres du Conseil de sécurité qui ont été ici, ils nous ont dit que nous devons prendre nos responsabilités. Est-ce que la solution c'est eux ou bien c'est nous d'abord? Merci pour la question. Ça me fait un peu rire parce que j'étais un peu déçu, mais j'étais interpellé par l'intervention du président Macron pendant son passage. Et il n'a pas caché ses mots. Il a dit que vous n'avez pas été capable de faire telle chose, telle autre chose. C'est-à-dire, quelque sorte, ça donne une image faible de la RDC. Donc moi, je pense qu'il y aura la délégation de l'ONU, il y a la délégation de l'Union africaine, peut-être la délégation de la SADC. Et moi, je pense qu'il y a eu des délégations et des délégations, rien n'a changé. Donc, nos pères fondateurs, si je peux les appeler ainsi, si on est en Israël, on allait les appeler les patriarches, notamment nos héros nationaux et tous ceux qui sont dans l'ordre des héros nationaux, nous ont toujours dit que le salut du Congolais viendra, le salut du Congo viendra du Congolais. Donc, nous devons nous prendre en charge, dire à un moment non, le petit Rwanda ne peut pas continuer de se jouer du grand Congo. Et nous devons taper les poings sur la table pour manifester notre force réelle face à cette attaque, cette agression qui a déjà causé des millions et des millions de morts sous l'indifférence totale. Bon, je ne dirais pas l'indifférence totale, elle s'avère partielle par ce genre de visites qui nous fait un peu dormir. Et pendant ce temps, l'adversaire ne fait que progresser. Voilà, pendant ce temps, l'adversaire ne fait que progresser, dites-vous. James Osako, je vais vous retrouver tout à l'heure. Merci. On poursuit avec l'actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu, c'était mardi, à la Cité de l'Union africaine, une délégation des leaders pour la paix conduite par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire et humanitaire difficile dans l'Est de la République démocratique du Congo, en raison notamment de l'agression rwandaise contre le Congo. La province du Nord Kivu est confrontée à une très importante crise humanitaire. Dans la ville de Goma, par exemple, les camps sont saturés. La ville, en tout cas autour de Goma, et les conditions de vie sont très difficiles. C'est le cas vraiment à Boulengo, sur l'axe qui relie Saké à Goma et qui abrite plus de 100 000 personnes. Conséquence de cette situation, le cas de choléra se multiplie. À ce jour, la barre de 2000 personnes atteintes a été franchie. Et donc ici. La barre de 2000 cas de choléra a été franchie mardi 21 mars dans les camps des déplacés de Boulengo, situé au quartier Lac-Vert à l'ouest de la ville de Goma, au nord Kivu. Au total, 166 nouveaux cas ont été enregistrés, s'ajoutant au cumul établi jusqu'au lundi dernier, qui était de 1958 cas. Le choléra a été signalé le 7 mars courant dans ces camps des déplacés. À partir du 11 mars, le nouveau cas enregistré allait au-delà de la centaine. C'est le dimanche 19 mars que le pic des 219 nouveaux cas a été atteint. Ainsi, du 7 au 21 mars, soit en 14 jours, 124 cas ont été enregistrés. Sur ces sites, le gouvernement travaille avec plusieurs partenaires pour venir à bout de cette maladie. Selon Médecins sans frontières, l'insuffisance des latrines et d'eau potable contribue à la flambée des cas de choléra dans les camps des déplacés. L'ONG indique que jusque-là, 200 000 litres d'eau potable par jour, en plus des 200 latrines déjà construites, tandis que 200 autres sont encore en chantier. Ces nombres restent largement insuffisants pour répondre aux normes hygiéniques de base, note le Médecins sans frontières. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a dirigé une séance de travail à Paris avec les membres du centre d'inscription à l'ambassade de la RDC en France pour évaluer le déroulement du processus d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. À l'issue de cette séance, le président de la CENI s'est exprimé devant la presse. Suivez. Oui, nous avions des critères. Parmi les critères, il fallait d'abord identifier les pays de grande concentration de Congolais.
Ça, c'est un critère, donc une grande concentration des Congolais, mais aussi des pays où l'état civil est fiable. Parce que vous savez, dans beaucoup de pays, surtout dans les pays voisins, les Congolais qui y sont ne sont pas toujours documentés, ils n'ont pas toujours les papiers nécessaires. Ce serait vraiment compliqué la situation. Vous avez sans doute vu que pour s'enrôler ici, il faut avoir des documents fiables, sinon on ne vous permet pas de le faire parce que la loi elle-même est très stricte. Et bien voilà, c'était un peu parmi les critères que nous avons choisis. Et les 5 pays en question ont émergé comme pays de choix. Il faut préciser que les élections de 2023, en ce qui concerne les Congolais résidents à l'extérieur, ne se feront qu'au niveau du présidentiel. Ça ne se fera pas au niveau de législatives, locales et tout ça. Alors, qu'est-ce que nous comptons faire après cette activité d'enrôler les Congolais résidents à l'étranger? Nous allons organiser des ateliers pour tirer des leçons et faire des recommandations. Parce que vous savez, tout ce que nous faisons est basé sur la loi. Seul le législateur peut changer les dispositions en termes de l'amélioration telle que nous l'aurons recommandé. La CENI va bien sûr prendre en charge les aspects réglementaires, mais la loi dépend du législateur. Donc il y aura un atelier ou plus d'un atelier durant lequel nous allons écouter tout le monde. Et tout le monde qui est concerné va apporter sa pierre afin qu'à l'avenir, nous ayons un plus grand nombre de Congolais qui puissent s'enrôler et voter. Du Code du travail ne cesse de faire réagir à Kinshasa et ailleurs. Selon l'auteur du projet, le député Eric Chikouma, la femme en congé de maternité doit recevoir sa totalité de salaire. À ce sujet, quelques Kinois ont donné leur point de vue. Ils sont au micro de Patience Lokeke et Stanisamba. Suivez. Je pense que moi, à titre personnel égoïste, pour mon épouse, j'accepterais qu'elle ait son salaire en entier. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, ça va décourager les gens d'employer des femmes. Pourquoi? Parce qu'un employeur, quand il va voir que si cette dame aura des enfants qu'on suit, il va se dire je préfère engager des hommes, même des fois moins compétents, mais au moins il n'y a pas de risque qu'elle parte pendant 6 mois et donner tout un salaire. Alors déjà qu'il y a un problème d'emploi, il y a un problème d'inégalité en termes de salaire, et que déjà les employeurs qui donnent des salaires par rapport au congé de maternité, c'est déjà à féliciter, mettre ça sera un poids en plus. Disons qu'ici on est dans un pays où il n'y a pas de subside par rapport aux employeurs qui font ça. Je vous dis ça, moi-même je ne suis pas un homme d'affaires, je suis un employé. Mais j'essaie simplement de voir que ça ne puisse pas pénaliser les femmes, parce que moi-même je suis père de filles et j'aimerais qu'il y ait l'égalité et dans l'emploi et partout. Et même en termes de promotion, l'employeur va toujours voir le fait qu'une femme qui va avoir un poste à responsabilité, pourrait le laisser tomber à un moment donné. Pourquoi? Parce que quand elle sera enceinte, non seulement elle va partir, mais on devra payer un gros salaire à une dame qui partira pendant 6 mois. Il faut dire que je suis dans le secteur des ressources humaines d'une banque de la place. Alors quand une femme va en congé maternité, elle est payée aux 2/3. Voilà. C'est selon la loi en fait. On retranche juste les frais de transport, vu qu'elle n'est pas venue au travail. Déjà en tant que femme, j'encourage cette loi parce que ça sera à mon avantage, bien que je n'ai pas encore d'enfant, mais une fois que je serai en congé maternité, ça sera bénéfique de recevoir la totalité du salaire. En tout cas, j'encourage cette loi. C'est une proposition qui nécessite vraiment l'accompagnement des députés nationaux, qu'ils tiennent compte de son importance. Et ça cadre aussi dans l'essence de la promotion de la parité et autres, parce qu'il ne faut pas discriminer la femme. Celle qui travaille, qui contribue au développement de notre pays, mérite notre respect et elle doit aussi accomplir ce devoir. Les Congos ont besoin de nous. Nous chantons dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol. Et qui vont les faire? Bien sûr, c'est les mamans. Voilà les réactions croisées des Kinois par rapport à la proposition de loi pour modifier le Code du travail, notamment avec cette particularité, en tout cas l'article 130, sur le congé de maternité et le salaire qui va avec. Je vois que c'est une proposition qui fait réagir
Et j'imagine que vous, en tant que Congolais et Quinois, vous avez dû aussi entendre parler de ça. D'abord, quelle est votre réaction? Comment vous réagissez par rapport à cette proposition pour modifier le Code du travail? Personnellement, je ne peux que saluer lorsqu'il y a amélioration des conditions de travail de tout employé. Ça, c'est mon point de vue. Parce que au fil du temps, les conditions de travail des employés ont évolué. Il y a d'une part l'employeur qui investit, qui se base sur le principe économique qui dit qu'il faut suffisamment minimiser le coût et maximiser les recettes. Ouais. Et en termes de coût, nous voyons aussi la ressource humaine, c'est-à-dire le personnel. Donc chaque personne, lorsqu'elle se lance dans l'investissement, elle veut de plus en plus de faire les gains. Mais c'est relatif maintenant, il faut voir d'un côté comme de l'autre. Lorsque tu épuises ta ressource humaine, est-ce que tu feras réellement les gains à long terme? Ça, c'est aussi un point capital qu'il faut tenir en compte. Alors, je me mets un peu comme l'église au milieu du village pour dire que cette loi, elle est positive, déjà par rapport aux employés, mais quelque part, il pourrait y avoir une certaine considération un peu lésée de la part de celui qui emploie, c'est-à-dire l'employeur, parce que personne ne voudra, au-delà d'un avantage, ajouter encore un autre avantage. Et ça risquerait d'être discriminatoire dans le cas des investisseurs. Et comme j'ai suivi certaines bouches dire ici pendant les interviews, que l'investisseur serait un peu réticent d'employer la gente féminine et surtout que cette gente-là va lui coûter beaucoup, surtout en cas de maternité. Je ne suis pas trop d'avis. Moi, je pense que ce qu'on doit dire à l'employeur, c'est que avoir des travailleurs dans de bonnes conditions serait aussi bénéfique pour l'employeur d'une manière ou d'une autre. Alors, si l'employeur doit le considérer en termes de discrimination, qu'il est lésé lorsqu'il emploie une femme, moi je pense qu'on doit plus le considérer dans un sens de l'évolution des conditions de vie des travailleurs. Et je pense que ce n'est pas quelque chose fait exprès. La maternité, c'est un fait naturel. Et nous ne devons pas nous débarrasser de femmes en disant que non, elles auront un moment la maternité. Parce que d'une part, si la maternité de la maman s'arrête, il n'y aura plus d'employés. Parce qu'à un certain moment, si on décourage cette maternité, on risque de décourager la progéniture future. Donc moi, je pense que d'une part ou d'une autre, les employeurs doivent peut-être changer leur conception, ne pas voir cette loi comme étant une loi qui vient les épuiser en termes de recettes, mais de voir ça juste comme une main tendue dans l'amélioration des conditions de vie de leurs employés. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, je retiens votre recommandation. En tout cas, pour les employeurs, ils ne doivent pas se débarrasser de la gente féminine à cause de la maternité. James Osako, ce sera votre mot de la fin. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre d'honneur du parti AFDC. Et aussi, j'aimerais si je peux glisser un petit mot. Oui, en 10 secondes. En 10 secondes, oui. Je suis membre d'honneur de l'AFDC. Mais je suis aussi dans le secteur pétrolier. Je représente une multinationale de fourniture de carburant Sahara Énergie. Et dans ce cadre-là, d'encourager aussi les jeunes entrepreneurs étudiants et étudiantes, vu le mois de la femme, nous organisons le 25 mars une grande journée à 11h30 à l'IPG sur le financement de projets de futures entrepreneuses ou bien de celles-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous avons plus favorisé la gente féminine par rapport à ce mois de mars, mais on le fera pour toute autre classe de personnalité. Voilà, merci. Le message est passé. Mois de mars oblige. La rubrique Femme du jour aujourd'hui vous propose la princesse Adel Kaïnda, ministre d'État et ministre du portefeuille. Adel Kaïnda est une femme combattante qui milite contre les inégalités qui existent dans la société traditionnelle congolaise et elle plaide pour l'égalité du genre. Suivez ce commentaire que vous propose Edouard Funda. Actuellement ministre d'État congolais, ministre du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda est l'une des femmes dont le parcours impressionne.
Avec plus de 21 ans de carrière politique, dont 18 ans dans la députation nationale, la ministre d'État du portefeuille est la première femme députée nationale élue de la circonscription de Sandoa dans la province de Lualaba. Issue de la famille royale Tchokwe et âgée de seulement une cinquantaine d'années, la princesse Adel Kaïnda est originaire de la localité de Mwachisengi, territoire de Sandoa dans la province de Lualaba. Elle a fait ses études en sciences sociales, ce qui lui a valu un diplôme de licence en sociologie industrielle. Après ses études, elle a travaillé dans les secteurs privés, successivement comme stagiaire à l'Institut national de sécurité sociale devenu SNCS, la Caisse nationale de sécurité sociale, chef du personnel à la menuiserie ébénisterie à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et a été cadre de l'entreprise minière Kisenge Manganese. C'est après avoir acquis de l'expérience qu'elle s'est lancée dans la politique où elle est en train de réaliser les exploits. Rapporteur membre de la commission socio-culturelle, membre de la commission politique administrative et judiciaire à l'Assemblée nationale, elle y a également exercé les fonctions de la présidente de la sous-commission justice et bonne gouvernance. La princesse a aussi dirigé le caucus des femmes parlementaires de la RDC et a été présidente du réseau parlementaire Genre et Parité qui s'est étendu sur toute la République démocratique du Congo durant son mandat. Avant sa nomination en tant que ministre d'État, ministre du portefeuille, elle assumait la fonction de présidente du parlementaire Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDCA, dont l'actuel président du Sénat, Modeste Bahati, est l'autorité morale. Détentrice de titres honorifiques sur son chemin, la princesse Adel Kaïnda a décroché plusieurs prix et titres de mérite, lui décernés au pays et à travers le monde, parmi lesquels les trophées Femmes d'honneur obtenus lors de la soirée Mama Award en 2011, le grade de chevalier de l'ordre de la Pléiade de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en octobre 2014, ainsi que le prix Kentucky Colonel, lui décerné aux États-Unis et faisant d'elle ambassadrice de la bonne volonté et de la fraternité de Kentucky dans le monde. Assise sur l'éthique chrétienne et de l'éducation familiale, la princesse Adel Kaïnda continue à suivre ses initiales sans laisser l'orgueil prendre le dessus. Guidée par ses valeurs, elle n'oublie pas ses principaux combats dont la lutte pour la garantie des droits fondamentaux de liberté, de justice, du respect et du bien-être social. Grâce à sa personne et ses valeurs, elle a été désignée en 2018 comme présidente nationale de l'Alliance des démocrates chrétiennes du Congo, ALDEC, parti politique membre du regroupement AFDCA. Chrétienne et femme de foi, la princesse Adel Kaïnda est la seule ministre du gouvernement Sama Lukonde issue de la province du Lualaba. Notez que la fondatrice du parti Alliance des démocrates chrétiennes du Congo, ALDEC, en sigle, déplore les inégalités qui existent dans la société traditionnelle congolaise et plaide pour l'égalité du genre. Le 22 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'eau. L'accès à l'eau potable demeure un enjeu majeur pour la RDC, particulièrement dans la capitale où plusieurs quartiers ont des difficultés à s'approvisionner en eau potable et sont exposés à de nombreuses maladies. Damani Mujinga et Giscard Tamba. Sans elle, on ne peut pas vivre. Ce liquide est indispensable à la vie de tout être humain. Aujourd'hui, 22 mars 2023, on célèbre l'eau à qui on reconnaît les qualités d'être incolore, inodore et insipide. Il s'agit bien d'une eau potable. Cette journée a été instituée depuis l'année 1993 afin de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau et sensibiliser à la situation de près de 2,2 milliards de personnes qui aujourd'hui vivent sans accès à de l'eau salubre. En RDC, 33 millions de personnes en milieu rural n'ont pas accès à une eau de qualité malgré son potentiel hydrographique qui couvre plus de 50% de réserves d'eau du continent africain. Le manque d'infrastructures justifie aussi le faible taux de distribution d'eau dans la capitale. L'État est donc chargé de multiplier la construction des usines de traitement d'eau dans la ville. En tant qu'ingénieur agronome et technicien de l'environnement, je te dirais ceci, à Kinshasa, 3/4 de la population locale n'a pas accès à l'eau potable. Et cela est dû à la canalisation et au service de distribution de la régie des eaux. Le service a été installé il y a des dizaines d'années et ils n'ont jamais revu la canalisation et la tuyauterie. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est au niveau de centrales de distribution. Nous avons des centrales de distribution comme qu'on vient de construire sur Nzela Maï. On a construit un central comme ça. Il y a une autre centrale qu'on a construit on avait construit sur Mayanjili. Des centrales comme ça, Kinshasa est réparti par des rivières et tout ça. Et puis il y a un grand fleuve qui passe ici. On n'allait même pas parler d'une difficulté de l'approvisionnement en eau potable. Mais ce que nous remarquons, vous allez dans des quartiers pauvres,
comme dans les quartiers Badara, à Mongafula, vous trouvez, il y a des gens comme à Limité Salongo ici, vous trouvez des gens qui font une semaine sans l'eau potable. Allez-vous imaginer, madame? Alors, le service est en train de faire des efforts, mais nous remarquons toujours des années et des années que l'eau potable est devenue difficile. Le troisième problème, c'est la commercialisation de l'eau en bouteille en plastique, un commerce qui est entre les mains des Indo-Pakistanais. Vous voyez, ça, du fait qu'il y a pénurie de l'eau potable, ça profite aux entreprises libanaises, indiennes, tout ça, et au détriment toujours de l'État congolais. Alors, je dirais que comme aujourd'hui c'est une journée internationale de l'eau, nous en tant que techniciens et technocrates dans ce domaine, nous devons quand même donner des réactions et réagir comme experts. Donc c'est ça ce que moi je dirais. L'eau c'est la vie, dit-on. Mettre à disposition de la population d'une eau saine et potable lui éviterait d'être exposé à plusieurs maladies hydriques telles que le choléra, la diarrhée et la fièvre typhoïde. Place à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Les journaux Paris dans la ville, c'est mercredi 22 mars. Se sont beaucoup plus apaisantis sur la situation sécuritaire à l'Est, mais aussi sur l'adoption du calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale. D'abord, Géopolis a titré à sa manchette « Les lignes bougent sur le front diplomatique. La Grande-Bretagne dépêche un émissaire auprès de Tshisekedi ». Au journal d'écrire « C'est une entrée relativement discrète sur le sol congolais, mais le choix de la ville d'accueil annonce la couleur. Il s'agit d'un voyage pour la Grande-Bretagne de s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce qui se passe dans la partie orientale de l'est de la RDC, l'auteur indique que la dénonciation ne va pourtant pas au bout de la logique parce que les autorités congolaises appellent de leur vœu de sanctions à la contre de l'agresseur. En outre, guerre au Kivu, comment l'Angola pousse Fachi à négocier avec les M23, titre Congo Nouveau. Selon ce journal, sur approbation de son parlement, l'Angola a décidé d'envoyer des militaires dans la province du Nord Kivu, où se déroulent depuis plus d'une année des combats entre les rebelles du M23 et les éléments de FARDC. Pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, des organisations sous-régionales, voire continentales, dont l'Union africaine, semble pousser les protagonistes à s'asseoir autour d'une table pour dialoguer. À sa une, Econews signale que, cacophonie dans l'est de la RDC, ni la force de l'EAC, ni les Angolais n'ont un mandat offensif. Les pays brûlent. Pire, il part en lambeaux. Un vent mauvais souffle dans sa partie est et même au-delà des frontières. Des mini-sommets en table ronde, des conclaves en médiation, en passant par des tête-à-tête et des déclarations, va-t-en-guerre aussi infructueux les uns que les autres. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo s'éternise avec son lot de centaines de milliers de déplacés internes jetés sur les routes qui finissent par s'entasser dans des camps de fortune dans la périphérie de Goma. Un malheur ne venant jamais seul, des cas de choléra sont déjà signalés parmi les déplacés de Kanyaruchinya et de Moguga. Tempête des tropiques à son tour titre à sa une, Ituri, affrontement entre FARDC et Codeco à 2 km d'un site de déplacés. Ici, l'auteur a fait savoir que le site de déplacés des Roé, situé en chefferie de Bahema Nord, dans le territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, risque trop, selon les sources de la société civile de cette partie du pays. Les FARDC s'affrontent avec le milicien de ces sites de déplacés, d'où la crainte de la société civile de ces coins de l'Ituri. Pour ce qui est de l'adoption du calendrier à l'Assemblée nationale, Africa News titre « La proposition de loi sur la congolité inscrite au calendrier malgré la constitution et la loi électorale. Mbosso joue avec le feu ». Ici, l'auteur interpelle les speakers de la Chambre basse du Parlement, c'est n'est tout. D'autres font remarquer que la loi électorale tient compte des dispositions constitutionnelles sur la nationalité RD congolaise. Pour espérer changer ces choses, il faudrait réviser la Constitution. Voici qu'au regard de l'article 219, la Constitution ne saurait être révisée pendant que le pays est en état de siège. Autre chose qui a intéressé la presse mercredi, après les rapports de l'IGF et l'appel du président de la République, Assemblée nationale, l'audit sur les contrats chinois s'invite au calendrier titre « Le potentiel ».
C'est Quotidien renseigne que, dans sa communication à la plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a apporté à la connaissance de députés nationaux qu'au cours de cette session, lors du contrôle parlementaire, la représentation nationale va auditer tous les contrats miniers conclus avec le partenaire, dont le contrat chinois qui a privé à l'État des recettes substantielles et nécessaires à son développement. Pour lui, un contrat qui ne profite pas à la République est léonin. Il doit être révisité. Fin de cette revue de presse. À nous revoir très prochainement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.